je crois. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, un petit point avec Nathalie sur l'avancement des travaux de la future réglementation environnementale 2020. Peut-être rappeler que c'est un travail qui est engagé depuis 3 ans au travers d'une expérimentation, l'expérimentation E+C-, qui visait à tester à grande échelle des bâtiments plus ambitieux que les standards actuels de la RT 2012, adapter les exigences et puis faire monter en compétence les professionnels. On a à ce jour à peu près 1100 bâtiments qui sont observés dans la base, dont 150 de tertiaires. Le tertiaire a eu un petit peu de mal à décoller, mais on commence à avoir pas mal de bâtiments tertiaires. Et puis, un grand nombre de logements collectifs et de maisons individuelles, les maisons individuelles étant en partie les premières. La méthode pour élaborer cette réglementation environnementale est très basée sur la concertation. D'abord, c'est une concertation que nous pilotons avec le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, qui rassemble l'ensemble des acteurs de la construction. Il y a eu des travaux préparatoires techniques, à la fois à travers des groupes d'expertise sur un certain nombre de thèmes. Évidemment, le retour d'expérience de l'expérimentation dont je parlais juste avant, le groupe de travail modélisateur, et puis des groupes de travail accompagnement qui vont plutôt se dérouler à partir de maintenant pour finalement préparer la profession aux nouveaux standards de la réglementation. Il y a 4 thèmes de concertation qui chacun d'eux donne lieu à un groupe de concertation. La méthode de calcul, la production des données, ceux-là sont plutôt derrière nous, ils se sont déroulés notamment en 2019. Les indicateurs et exigences, et puis l'accompagnement, ceux-là sont plutôt pour 2020, donc sont plutôt à venir. Et à chaque fois, ces groupes de concertation, on passe par le filtre finalement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois de la matière, un débat et puis une position des professionnels qui éclaire finalement les choix que nous faisons pour avancer sur la préparation de la réglementation. Alors, si on revient sur le calendrier, finalement, j'ai donné quelques éléments. L'an dernier, il y avait vraiment la phase de concertation sur la méthode de calcul. On a commencé à travailler sur l'accompagnement des acteurs, même si c'est plutôt cette année que ça va se dérouler, l'évaluation économique et la production des données. En ce moment même, nous sommes en phase de simulation pour tester les indicateurs qui ont été retenus dans la précédente phase, et puis les niveaux de performance. Nous aurons ces résultats à peu près au printemps 2020, donc date à laquelle il y aura une nouvelle phase de concertation sur les indicateurs et les exigences de la RE 2020. Nous prévoyons une publication des textes réglementaires à l'automne 2020 pour une entrée en vigueur de la réglementation à partir du 1er janvier 2021. Alors, nous avons finalement 3 grands objectifs pour cette réglementation. Ça fait écho avec ce que nous venons d'entendre en introduction de cette journée. D'abord, c'est la diminution de l'impact sur le climat des bâtiments neufs. C'est vraiment la partie carbone, c'est la nouveauté de la réglementation par rapport à ce qui existait jusqu'à présent, qui était basé uniquement sur l'énergie. Et donc, c'est la prise en compte des émissions du carbone du bâtiment sur l'ensemble du cycle de vie. C'est évidemment l'incitation au recours à des modes constructifs peu émetteurs en carbone, qui permettent aussi de le stocker. Et c'est finalement la consommation de sources d'énergie décarbonées, par exemple la chaleur renouvelable. Tous ces éléments sont présents à la fois dans la loi Elan qui a été publiée en 2018 et puis dans la politique énergétique de la France qui se traduit par 2 documents, la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce sont 2 documents qui sont d'ailleurs actuellement en consultation publique. Le deuxième objectif, c'est la performance énergétique et la baisse des consommations. On est depuis plusieurs décennies engagé sur une baisse des consommations d'énergie, et donc là, on va encore au-delà de ce qui existe déjà. Et puis, avec un élément important, c'est le renforcement de l'indicateur BBio. L'indicateur BBio, c'est le besoin bioclimatique, et donc il traduit notamment la qualité de l'enveloppe, les matériaux, la paroi finalement du bâtiment. Donc on travaille à la fois sur les systèmes et puis sur l'enveloppe, c'est important de le rappeler. Et puis troisième élément, et là encore ça fait écho avec ce qu'on vient d'entendre, il faut que cette nouvelle réglementation soit davantage tournée vers les sujets de confort d'été, les conditions climatiques futures avec des étés qui deviendront de plus en plus chauds. Et donc il faut revoir complètement la façon dont on prend en compte la question du confort d'été et des épisodes caniculaires plus fréquents et plus longs à l'avenir dans ces nouveaux bâtiments. Il y a eu donc les premiers arbitrages donnés, des nouveautés en termes de méthode, par exemple l'harmonisation des surfaces, surface habitable pour le résidentiel, surface utile pour le tertiaire, la méthode de calcul, le fait aussi de ne prendre que certains usages immobiliers, en fait, ceux qui sont présents à la livraison du bâtiment, parce que c'est ceux sur lesquels on a un levier sur ces sujets-là. Donc actuellement, on teste un certain nombre d'indicateurs, je vais y revenir et les détailler. C'est ceux de la RT 2012, donc le CEP et le BBio, et puis des nouveaux indicateurs, ceux qui traduisent justement nos 3 objectifs. Nathalie, Emmanuel, tu me coupes à tout moment. Hein. Eh bien oui, je vais te couper Ça parce tombe bien. qu'effectivement, tu as annoncé un calendrier qui est vraiment très très ambitieux. C'est là, on est
effectivement 11 mois de la date d'application. Est-ce que tous les secteurs vont être concernés, tous les bâtiments vont être concernés dès le 1er janvier 2021? Alors, j'ai pris soin de dire à partir du 1er janvier, il pourra être envisagé, rien n'est aujourd'hui acté, ça dépend un petit peu de comment va se passer l'année, et notamment la phase d'accompagnement, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'effectivement il y a une entrée en vigueur progressive et que certains bâtiments entrent en vigueur après d'autres. C'est déjà ce qui s'était passé d'ailleurs pour la RT 2012, où finalement un certain nombre de bâtiments étaient rentrés en vigueur en 2012 et d'autres, la majorité d'ailleurs je crois, en 2013. Ouais. Peut-être quelques mots sur le GT modélisateur qui travaille en ce moment même. Qu'est-ce qui se passe? On teste 4 typologies principales, du coup ça répond à la question, c'est bien celles-là qui sont actuellement testées. On pourra en tester d'autres après, maison individuelle, logement collectif, le bureau et l'enseignement. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde des bâtiments représentatifs de la construction actuelle, c'est-à-dire des bâtiments en étude, actuellement à l'étude, avec un certain nombre de bureaux d'études qui ont été donc sélectionnés, qui sont compétents et expérimentés, et puis également avec le CSTB et le CEREMA. On évalue finalement la faisabilité économique et technique des différents niveaux de performance énergétique et environnementale, et ça représente plusieurs centaines de simulations prévues. Donc finalement, ça vient compléter ce que l'observatoire, dont j'ai parlé en tout début de cette intervention, nous avait apporté avec le millier de bâtiments observés. Et puis on va regarder aussi les spécificités qui s'imposent, comme la zone climatique, pour envisager des modulations qui soient pertinentes. Nathalie, je sens que tu veux intervenir. Non, ce que je voulais dire, c'est sur le... c'est vrai que sur le GT modélisateur, il y a un véritable enjeu aussi avec les nouveaux indicateurs et la méthode de calcul qui a évolué à la fois sur la partie énergie et sur la partie carbone. Tout à fait. Alors, je vais le développer juste après. Donc finalement, je vais un petit peu développer les différents objectifs et avec les indicateurs testés. Le premier, c'est évidemment les modes constructifs vertueux et des matériaux biosourcés. On est sur une réglementation qui concerne le bâtiment. Il y a beaucoup de sujets sur l'énergie en ce moment, mais je voudrais quand même rappeler qu'on parle d'abord de bâtiments qui soient capables de faire face aux défis qui nous attendent, défis climatiques notamment, dont on a beaucoup parlé il y a quelques minutes. Donc par exemple, nous allons tester des indicateurs sur EGES et GES-PCE. Ces noms barbares veulent simplement dire le poids carbone global du bâtiment, le poids carbone en particulier dû aux matériaux de construction, produits de construction et équipements. Donc on va regarder vraiment ce que pèse dans le poids carbone la construction, qui est un poids majoritaire. Selon les secteurs, ça peut être entre 50 et 70% des émissions sur l'ensemble du cycle de vie, c'est donc considérable. Tout à fait. Ça, c'est un véritable enjeu parce qu'on parle, on parle beaucoup d'énergie décarbonée, mais c'est vrai que le poids des matériaux peut parfois être d'ailleurs écrasé avec une énergie très carbonée. Et alors que c'est un véritable enjeu de construire plus durablement. Alors, on va regarder aussi cette question du stockage temporaire du carbone, parce que la loi Elan, comme je le disais tout à l'heure, nous demande de regarder cet aspect-là, la capacité de stocker temporairement du carbone dans les produits de construction. Et donc, pour ça, on va regarder cette méthode, qui est la méthode dynamique, et on va regarder la méthode statique, qui était celle qui était employée dans l'expérimentation E+C-. On va regarder les deux méthodes. Donc, vous voyez, on ouvre un champ assez large dans cette phase de simulation. Alors, grand sujet. Alors, sur l'énergie renouvelable, on en entend beaucoup parler. Alors, chaleur ou production d'électricité? Ah, écoute, Nathalie, là, tu m'emmènes sur un terrain compliqué. Alors, évidemment, il y a une politique énergétique en France, je vous le disais, elle est en cours de consultation. Elle fait une part apparemment prépondérante à la chaleur renouvelable. Voilà, donc, finalement, notre réglementation sur le bâtiment tient compte de cette politique énergétique, est une déclinaison de cette politique énergétique. Donc, évidemment, tout ça se regarde parallèlement. Mais je tiens à dire que c'est un chantier parallèle, justement. Sur le sujet des énergies décarbonées, notamment la chaleur renouvelable. Bon, ben voilà, justement, qu'est-ce qu'on teste comme indicateur? Ben là, on va tester le poids carbone de la partie exploitation et on va tester justement le RCR, c'est-à-dire un ratio de chaleur renouvelable qui pourrait être la façon de promouvoir la chaleur renouvelable, même si on peut aussi imaginer cette promotion de la chaleur renouvelable à travers nos indicateurs du carbone et puis notre indicateur de consommation d'énergie primaire. Ce petit graphique vous montre comment finalement les différents équipements se comportent avec le double critère de l'impact climatique, donc le poids carbone, et puis du taux de chaleur renouvelable. Ce sont des éléments qui ont été présentés aux acteurs dans le cadre de nos groupes de concertation en novembre dernier. L'objectif suivant, c'est l'amélioration de la performance énergétique. Ça fait des dizaines d'années qu'on travaille là-dessus. Il y a encore de la marge. Donc là, on va tester le BBio, donc le besoin bioclimatique, le travail sur l'enveloppe. On va tester le CEP,
le CEP qui était déjà présent lui aussi dans la RT actuelle, la consommation d'énergie primaire maximum. Et puis on va tester la nouveauté, le CEP, le non renouvelable, c'est-à-dire la consommation d'énergie primaire non renouvelable, qui était la première partie de l'indicateur BPOS, qui était dans l'expérimentation A plus C-. Alors effectivement, là, un gros enjeu quand même sur le renforcement de l'enveloppe, puisqu'on a vu certaines distorsions avec la RT 2012, où des bâtiments très compacts pouvaient être complètement déshabillés. Donc bien sûr, c'est important de garder cet indicateur. Et comme tu l'as rappelé, malheureusement, on abandonne l'indicateur bilan BPOS avec ses autres usages, mais effectivement, parce qu'on n'a pas non plus de... on n'a pas non plus de levier sur tout ce qui va être mobilier. Voilà, donc tout à fait. C'est compliqué. Tout à fait. On a de tout le ce qui est, tous les usages non réglementaires qui étaient effectivement dans le bilan BPOS. On voit bien qu'on n'a pas de levier, c'est un forfait. On a beaucoup d'indicateurs à tester. Par contre, rien ne nous empêchera de regarder cet indicateur BPOS comme voilà, une information qu'on pourra toujours calculer. Mais pour l'instant, on n'a pas retenu dans les indicateurs testés, en effet. Avec une petite nouveauté quand même, c'est que dans le CEP, on rajoute des nouvelles consommations, comme les ascenseurs, l'éclairage des parkings, tout ce qui est en fait opposable finalement pour un contrôleur technique. Absolument, parce que ces éléments-là, les ascenseurs ou l'éclairage des parkings, des parties communes, sont des leviers sur lesquels on peut agir. Ils sont livrés dans le bâtiment au moment où ils existent dans le bâtiment au moment où on le livre. Donc, on peut considérer que le constructeur a un levier sur ces éléments-là. À l'inverse des éléments qu'on vient rajouter après, purement mobilier, qu'on vient évidemment ajouter dans la construction après sa livraison. Et voilà l'objectif lié au confort d'été, aux conditions climatiques futures. Donc là, on va tester un nouvel indicateur qui s'appelle le degré-heure, qui remplace l'indicateur qui existait dans la RT 2012, qui n'était pas adapté parce qu'il prenait en compte finalement que des pics de chaleur très ponctuels. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a des vagues de chaleur plus intenses, plus précoces dans l'année, plus longues, etc. Vous le savez. Et on va tester aussi, c'est important, le besoin bioclimatique de froid. Donc on ajoute au Bébio le Bébio froid. Et donc on va avoir cette notion finalement d'un seuil de confort, d'un inconfort relatif. Je ne sais pas si on peut parler d'inconfort inacceptable, il faudra peut-être qu'on affine la sémantique, mais vous voyez bien ce que ça veut dire, quoi. En fait, on affine la façon de la notion de confort par rapport à la chaleur. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça faisait des années qu'on utilisait la TIC dans les réglementations, donc la température inconfort estival conventionnelle, mais effectivement, elle n'était pas vraiment satisfaisante puisqu'elle s'exprimait sur les quelques jours les plus chauds de l'année. Donc, alors qu'effectivement, en parallèle, quand on voulait vraiment mesurer le confort à travers des simulations thermiques dynamiques, on utilisait plutôt une approche de degré-heure. Après, effectivement, comme tu le dis, ce qui est très intéressant, c'est la notion du confort adaptatif, où finalement, un 28 degrés est plus ou moins confortable selon la saison et la température qu'il a fait la veille. Alors, effectivement, quelques remarques côté applicateur. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était une vraie galère en RT 2012, notamment quand on était en résidentiel, puisqu'on prenait 6 bureaux d'études. C'est une étude qui a été faite dans le cadre de l'association ICO, qui, 6 bureaux d'études ont calculé la surface réglementaire sur un seul et même bâtiment, et on s'est retrouvé avec 20% d'écart, alors que c'est une donnée quand même fondamentale. Dans le cadre de la démarche plus C-, là aussi, problème, puisqu'on a une surface RT pour l'énergie, une surface de plancher pour la partie carbone. Donc, oui, un gros besoin d'harmoniser cette surface sur, en plus, des données opposables qui sont vendues, louées, comme la surface habitable et la surface utile. Donc ça a été fait, ça a été harmonisé, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, effectivement, avec surface habitable, surface utile. Eh ben, très bonne nouvelle. Alors ensuite, effectivement, sur la partie carbone, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a des enjeux qui sont très différents entre la partie énergie et la partie carbone. On voit là sur ces graphes en vert tout ce qui est lié à l'énergie, en bleu tout ce qui va être lié à la partie, comme tu le disais, produits de construction, équipement.
avec effectivement, selon les usages, des poids qui, tu le disais tout à l'heure, ça l'illustre d'ailleurs, hein, le fait que la partie carbone représente parfois 80% du bilan des émissions de gaz à effet de serre, notamment sur des bâtiments tertiaires. Parfois où effectivement l'énergie reste assez prépondérante en résidentiel et sur des bâtiments avec des forts besoins, comme par exemple les bâtiments hospitaliers. Mais là, ça va être prioritaire en fait d'agir sur ce nouveau levier d'action. Et à la fois, on a pu constater quelques difficultés, avec notamment, par exemple, ce lot VRD qui peut être très très important d'un projet à l'autre, que ce soit d'ailleurs même sur des maisons individuelles, en fonction qu'on prend ou pas en compte la future terrasse, le mur de clôture, ou même sur des projets résidentiels, comme là par exemple sur une école, où le lot VRD peut représenter 20 à 25%, et avec un vrai problème aujourd'hui d'écart entre deux projets, un très urbain et un plus rural. On fait signe qu'il faut avancer. Autre sujet, c'est les lots techniques, avec une part très importante. Aujourd'hui, on raisonne essentiellement sur des valeurs forfaitaires pour tous les lots techniques, et parce qu'effectivement, on a peu de données fabricants, même si elles arrivent au fur et à mesure. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il est bien prévu des valeurs forfaitaires pour qu'on puisse aller plus loin sur ces sous-lots, et surtout qu'on valorise tout le travail que font les industriels, certains exposants d'ailleurs d'Energy Meeting, sur ce sujet. On a beaucoup progressé sur ces sujets-là, on a plus de 2000 références maintenant. On adaptera aussi les choix finaux de seuil par rapport à ce qu'on aura d'ici quelques mois. Et voilà, on prendra compte de l'évolution des références qu'on a en termes de FDES et de PEP pour les équipements. Un autre sujet très important, bah oui, c'est les valeurs par défaut qui sont très très pénalisantes dans de nombreux cas. Et donc aujourd'hui, comme il nous manque, bah, même si tu disais il y en a 2000, mais c'est encore trop peu au regard de tous les produits de construction qu'on utilise. Où on voit qu'effectivement, on se retrouve parfois très pénalisé sur un projet parce qu'il nous manque des données. Et puis un sujet important, c'est qu'effectivement aujourd'hui on parle beaucoup de carbone, mais à la fois il faut être prudent. Donc de choisir le bon matériau au bon endroit. Là, vous voyez sur ce graphe, en fait, l'impact environnemental de certaines cloisons, et à la fois sur la double échelle, l'impact acoustique, l'atténuation acoustique des cloisons, où on voit qu'effectivement, des cloisons peu carbonées peuvent être très bien dans notre bilan ACV, mais par contre ne sont pas du tout satisfaisantes d'un point de vue de l'acoustique entre différents locaux. Et ça pose d'autres problèmes. Donc, attention effectivement à cette notion carbone de bien raisonner de manière pluridisciplinaire pour un projet. Alors, quelques conclusions que nous faisons en commun. Alors, d'abord, cette ERE, c'est une première étape vers la performance environnementale de l'éco-conception. Tout ne va pas se jouer le 1er janvier 2021, ça sera le début de quelque chose. Donc, il faut que cette première étape soit réaliste, techniquement faisable et économiquement soutenable. C'est pour ça que nous avons cette phase de simulation en ce moment. Alors effectivement, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut continuer. Donc là, c'est aussi un appel à l'ensemble des filières et même des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, de réclamer ces données environnementales pour qu'on puisse les prendre le plus tôt possible dans les projets et les valoriser. L'accompagnement des professionnels, comme on l'a dit, c'est essentiel. Et donc, ça va être l'objet d'un groupe de concertation dédié qui s'est déjà réuni et qui va continuer à se réunir en 2020. Et je dois signaler la parution d'un guide à l'usager professionnel dès l'été 2020. Ensuite, des outils plus complets au fur et à mesure que la préparation de la réglementation va avancer. En sachant que l'Adréal, dans les Pays de la Loire, on a eu l'occasion de rédiger avec eux un guide sur comment concevoir bas carbone, qui est aussi un premier outil qui permet d'aller au-delà même de la démarche réglementaire. Et puis, oui. Il faut rappeler qu'on est un des premiers pays en Europe à se lancer dans une réglementation
qui soit à la fois sur l'énergie et le carbone. Et donc, c'est normal que ce ne soit pas si simple, qu'il y ait des questions. Mais voilà, on a vraiment conscience de tout ça et on va préparer les outils pour accompagner les professionnels. Mais c'est à la fois un superbe challenge. C'est un beau challenge. Ouais, tout à fait. Ça nous permet de nous remettre en question en permanence et d'apprendre. Mais effectivement, avec cette vigilance que j'ai notée tout à l'heure sur le bon matériau au bon endroit. Et puis finalement, pour terminer, puisqu'on est dans une séquence 2020-2050, il y a des étapes déjà à préparer pour après. Elles sont mentionnées dans la loi Elan, puisque la performance environnementale et sanitaire des bâtiments neufs, c'est inscrit dans la loi. Et ça veut dire qu'il y a des sujets sur la qualité de l'air intérieur, sur l'eau, sur les déchets, sur d'autres sujets qui nous occuperont après le carbone. Voilà, merci à tous de votre écoute.